levain, donc ses qualités nutritionnelles comme argument de vente, que ce soit pour le levain liquide ou pour le levain dur. Nous allons développer en premier avec le pain au levain, donc ce goût spécifique, ce goût un petit peu acidulé. Rachel, si tu peux cliquer s'il te plaît. Je te remercie. Donc cette saveur bien particulière au levain. Nous développerons aussi après le côté nutritionnel. Donc là c'est très important puisqu'on en parle de plus en plus. Vous allez voir, c'est vraiment l'objectif principal de cette démonstration. Nous allons aussi faire un petit point au niveau de la technologie par rapport à l'élasticité, par rapport au niveau du pétrissage, puisque l'ajout d'un levain va pouvoir apporter à votre pâte. Nous allons parler de la conservation, vite fait, pour vous rappeler sur un petit point technologique, pourquoi lorsqu'on utilise du levain dans une pâte, que ce soit dans une brioche ou dans du pain, ce dernier se conserve plus longtemps. Et évidemment, on est obligé de parler du levain, sans oublier son côté complètement naturel. Et les clients à l'heure d'aujourd'hui veulent manger sainement. Donc c'est très 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 important. Donc chaque levain est unique. Alors j'ai oublié de vous dire, je vais aussi faire une petite démonstration de viennoiserie autour du levain, histoire qu'on se repose un petit peu, parce qu'il va y avoir quelques diapositives un petit peu compliquées. Pour ça, je vous prépare une petite viennoiserie qui est faite aussi à partir de levain. Donc chaque levain est unique. Du goût, on parlait donc du goût, cette saveur acidulée bien propre au levain à différentes puissances, puisque certains vont l'aimer très très fort, d'autres plus doux. Mais j'aimerais vous rappeler, du moins je vais demander à Rachel qu'elle me rappelle, le goût du levain, il vient de quoi? Pourquoi a-t-il ce goût si particulier? Rachel, ça te va? Donc les aliments ont tous un goût particulier et ce goût est dû à plusieurs origines. Donc la présence de molécules odorantes qui sont responsables des arômes et qui, elles, vont être perçues par le nez, puis la présence de molécules sapides qui vont donner de la saveur. Cette saveur est perçue en fait par les nombreuses papilles que l'on a dans la bouche. Aux micro-organismes présents dans l'air, ils vont venir ensemencer vos rafraîchis, vos levains et prononcer ce goût un petit peu différent. Mon collègue juste avant a pu bien vous en parler de cela, je pense. Alors, à cela s'ajoute bien évidemment la fermentation, qui est de deux types. Une fermentation alcoolique qui va permettre la formation de molécules aromatiques qui vont donner donc de l'arôme, et une fermentation acido-basique due à la présence des bactéries et qui va permettre la formation d'acide acétique et d'acide lactique qui donne ce goût acidulé à votre pain avec le vin. Bien sûr, se suit donc la cuisson avec les réactions de Maillard entre le sucre et les protéines qui sont présentes. Se forment alors des molécules sapides et aromatiques qui vont donner en fait cette croûte dorée qui est très jolie. Et ces molécules vont ensuite migrer vers la mie et donner le goût particulier de votre pain. Bien sûr. Et dernier point, évidemment, le goût va différer par rapport à vous, à votre savoir-faire, au travail du boulanger, ses méthodes, s'il est sur un levain dur, s'il est sur un levain liquide. C'est vraiment vous qui êtes décisionnaire du goût final de votre produit. Alors oui, je vais vous présenter une petite préparation, je vais vous la montrer, finie. Donc vous l'avez à l'écran, c'est ce qu'on va appeler le dôme brioche. Ce dôme brioche est donc a une particularité, si vous voulez, si tu peux cliquer sur l'image suivante. Donc il y a un insert de pâte à choux à l'intérieur, c'est-à-dire toutes elles ont été cuites avec une pâte à choux. Je vais vous expliquer au fil de la démonstration à quoi cela peut-il servir. Donc cette pâte à choux est cuite en avance. Je vous ai mis la recette au tableau. Elle est préalablement cuite. Et dans la pâte à choux, je mets un petit peu de levain liquide. Un tout petit peu. Sachez que si vous mettez trop de levain liquide dans une pâte à choux, donc il va y avoir des apports nutritionnels qu'on va développer après, qui sont très importants. Mais le problème, si vous en mettez trop, ça fera comme si vous aviez une farine 4 plancher.
puisque vous allez commencer à déstructurer un petit peu l'amidon, donc elle va rougir au four, elle va pas beaucoup développer, donc c'est à mettre avec parcimonie. Je vous ai mis aussi la recette de la brioche, donc là, recette qu'on a utilisée avec mon ami Régis Ferré, donc ici présent, champion de France de viennoiserie, avec qui j'ai pu travailler, une recette de brioche un petit peu plus élaborée, où on utilise de la gargeoise et autres, de la crème fraîche, de la trimoline, et donc là aussi vous voyez, il y a du levain liquide. Ce levain liquide va avoir des incidences dès le début au pétrissage, mais on verra ça dans quelques secondes. Vous pouvez très bien utiliser une recette basique et ajouter un petit peu de levain liquide. Nous disions lors du pétrissage, il y a des phénomènes qui rentrent en compte immédiatement. L'ajout d'un levain liquide pour la brioche, d'un levain dur pour la fournée de baguettes, pour des pains au levain, va avoir une incidence, et plusieurs incidences, dont une un peu spécifique que je vais quand même rentrer au niveau du pétrissage. Si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, les services de santé nous ont demandé de baisser les valeurs de sel dans notre pain. Nous sommes à 18 grammes au kilo, dans un but de santé publique, parce qu'il est demandé à tous les boulangers de baisser les doses de sel. Quand vous allez utiliser des levains dans vos produits, ces levains, comme nous l'a expliqué Rachel il y a quelques secondes, ont un gain aromatique. Ce gain aromatique vous permet de baisser encore un tout petit peu vos valeurs de sel. Donc vous êtes précurseur de ce qu'on va vous demander bientôt. Alors il ne s'agit pas de descendre, de diviser par 2 le sel, mais vous pourrez baisser encore de quelques grammes sans que cela se tente, puisque vous aurez le goût de votre levain. Ensuite, lorsque vous mettez du levain dans votre pâte, vous avez une prise de force qui est beaucoup plus rapide, un lissage qui est plus rapide. Donc vous n'avez plus besoin de pétrir, de surpétrir. Si vous voulez, l'acidité permet au lissage de la pâte et à la prise de force beaucoup plus rapide. Qui sont donc les ions acides qui vont faire en sorte que le réseau glutineux se forme beaucoup plus vite. Le pétrissage intensifié, donc 15 et 20 minutes en deuxième, devient inutile à partir du moment où vous mettez du levain. Si vous ne pétrissez plus en surpétrissage, donc sur le pétrissage amélioré VVL, donc pétrissage en première vitesse, très peu de deuxième, à peu près pas plus de 8 minutes en deuxième, vous n'avez plus la formation d'hexanal. C'est un gaz particulier qui vient de la lipoxygénase. Donc cette lipoxygénase, c'est une protéine, on va la trouver dans la farine de fève, mais aussi dans la farine de blé. Donc vous n'aurez plus ce gaz. Et ce gaz a un mauvais effet, c'est qu'il dénature le goût du pain. Donc avec l'utilisation du levain, vu qu'il va vous permettre de pétrir moins longtemps, vous allez avoir une flaveur de votre pain, un goût de votre pain qui sera plus typique encore. Vous allez donc aussi, comme vous ne l'aurez pas surpétri, vous allez moins oxygéner votre produit, vous allez avoir une couleur de pâte qui va rester crème et aussi très souvent un alvéolage irrégulier qui est très, je veux dire, à la demande des clients actuels. Souvent maintenant ils coupent la baguette avant de la consommer à la maison, j'ai vu faire. Donc je viens avec ma brioche ABC à 2,5 à 3 au laminoir. Donc ça vous fait ceci. Voilà, donc là j'ai la pâte à brioche que vous avez devant vous. Elle est ABC, détaillée. Donc avec 500 g de pâte, vous avez à peu près une mesure de 35 cm de large sur 50 à 55 cm de long. Sur cette brioche, donc pour avoir cet effet que vous voyez ici, je vais étaler une ganache à cuire. Donc vous avez la recette au tableau, c'est la recette qu'a eu la gentillesse que mon ami Régis Ferré, ici présent, a bien voulu me donner, et celle qu'il a utilisée ce matin pour son éclair chocolat. Donc couverture, crème fleurette, nappage neutre et un petit peu de gélant. Pour cette recette-là, vous n'êtes pas obligé de mettre le gélant, on lui demandera à quoi ça sert le gélant, il était très très fort ce matin, il était sûr. Donc voilà, la ganache à cuire, elle est faite, il l'a fait en direct devant vous ce matin, donc je me suis dit que c'était pas la peine de la refaire. Donc voilà, faites attention, votre produit, là je l'ai passé au surgélateur pour qu'il soit bien froid. Ensuite je l'ai mis au frigo parce que trop froid c'est congelé. Et si vous abaissez, vous étalez votre ganache sur un produit qui est très froid, ça va bloquer, c'est un petit peu casse-pied à ce moment-là. Mais ça va aller.
à l'aide de la paillette coudée, je vais étaler en fine tranche, en fine bouche, excusez-moi. C'est après qu'on va couper les... Vous avez les images aussi à l'écran qui vous permettent de suivre un petit diaporama des manipulations. Donc vous voyez, comme je vous disais, ça a tendance à bloquer un petit peu, mais c'est pas grave, il suffit de pas en mettre trop au début, et ensuite vous venez faire quelques rajouts. On pourrait très bien utiliser aussi de la purée de fruits. Alors, framboise pépin peut-être, mais maintenant on peut faire plein de choses avec d'autres fruits, la fraise, la pistache, tout ça, pour au lieu d'avoir une spirale chocolatée, avoir une spirale de couleur. Et je vous expliquerai dans quelques secondes l'intérêt de cette pâte à choux. Donc une fois que ma ganache à cuire est étalée, je vais faire un petit boudin, en prenant bien soin au début de le serrer pour pas qu'il y ait de bulles d'air qui se forment, un peu comme des pains raisins, vous voyez. Donc la baisse est assez fine. Alors en entreprise, il suffit de faire une belle abaisse ou laminoir, ça va beaucoup plus vite. Et vous le serrez petit à petit. Pareil, souvent on a tendance à l'élargir, là vous le gardez bien de la même taille, vous le roulez, et cela vous donne un petit boudin comme ceci. Vous voyez qu'il y a l'écran, voilà. Donc ce boudin, forme des spirales, très très fine, que vous retrouvez ici. Celle que vous retrouvez. Ensuite, à l'aide du couteau-ci, alors je dois en chercher, j'en ai mis au froid, j'arrive. Je vais couper ce boudin en fines tranches. C'est plus facile quand c'est froid, donc n'hésitez pas à le mettre au froid négatif. Ça vous permettra de détailler plus facilement. Alors ça, je l'ai préparé un petit peu à l'avance. Il est venu de Grenoble, hein. On est d'école de Vorep, donc il a fait un petit peu de voyage. Mais c'est pas grave. Vous allez couper des tranches assez fines. D'environ 2-3 mm. Vous voyez, avec un couteau aussi. Alors quand vous voulez aller vite, j'utilise un couteau électrique. Vous savez, les couteaux que ma maman elle avait planqués dans le placard, je ne dirais pas la marque, avec les deux lames, ça va très très vite, c'est très pratique. Donc vous coupez des petites bandes. Et à l'aide de ces rondelles, vous allez chemiser l'intérieur de votre moule à dôme, c'est le pâte. Alors pour obtenir ce modèle ici, vous en mettez juste une tranche au milieu, et après c'est à votre guise de venir chemiser de manière différente l'intérieur de votre scie-pâte pour avoir des décors différents. Donc à 3, à 4, vous pouvez même, au lieu de faire un roulé, partir sur un triangle. Et à ce moment-là, chemiser des flexipans qui sont en forme de triangle. Il y a toutes les formes, c'est ce qui est extraordinaire. Une fois que vous avez chemisé votre flexipan, vous allez mettre en chambre de fermentation à 26-25 degrés durant environ 30 à 40 minutes. Il ne faut pas que ça prenne trop de volume. Ça vous va? Je peux le mettre en chambre de fermentation? C'est en chambre de fermentation. Allez là. Alors ensuite, je vais monter. Merci. Meilleure conservation, on va faire une petite pause. On va reprendre un petit peu la réflexion. Donc l'ajout de levain dans votre pain ou dans votre viennoiserie, puisque là nous en avons amélioré, vous permet de conserver mieux votre produit. Pourquoi? On va revenir un petit peu sur ce qu'est la conservation. Donc pour cela, il faut bien vous rappeler, à la sortie du four, quand vous sortez votre produit du four, durant une trentaine de minutes, vous avez ce qu'on appelle l'étape du ressuage. Le ressuage, c'est lorsque le produit perd une quantité de son eau ou son CO2 au contact de l'air ambiant. Et il y a une condensation qui peut se former si vous le mettez à même le marbre ou si vous le mettez dans un panier qui est non agité. Après ce rassissement, démarre l'étape, après ce ressuage, démarre l'étape du rassissement. Et là, Rachel, et là, tu as du travail, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que le rassissement et que vient apporter le levain pour nous aider à conserver notre produit plus longtemps? Pour comprendre, je vous rappelle qu'il existe différents types d'amidon en fonction du taux d'amylose et d'amylopectine qu'elle contient. Donc l'amylose, en fait, c'est un polymère non ramifié, un polyoside de glucose. En fait, c'est plein de petites molécules de glucose qui se sont attachées les unes aux autres et qui forment une longue chaîne qui souvent se trouve sous la forme d'une hélice. Voilà. L'amylopectine, elle, est un polymère aussi, mais cette fois-ci ramifié. Il y a plein d'arborescences en fait. Il a la même structure que l'amylose, mais bon, avec plein de petites arborescences.
Ici, l'amylose, je l'ai représentée avec un trait rouge, l'amylopectine avec une structure un petit peu plus complexe, à savoir que les deux aiment bien se trouver sous forme hélicoïdale. Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe? Dans votre grain d'amidon, il y a un certain taux d'amylose et d'amylopectine. Vous mélangez l'eau à la farine. Le grain d'amidon se gonfle, se détériore, l'amylose et l'amylopectine se dégradent et perdent en fait cette forme hélicoïdale qu'elles aimaient tant. Se forme alors un gel, qu'on appelle l'emploi d'amidon, qui à la cuisson va durcir. Alors ensuite, vous sortez votre pain du four, commence le ressuage, puis le rassisement correspondant à une perte d'eau. Pendant ce temps-là, donc l'amylose et l'amylopectine, je vous ai dit qu'elles avaient bien cette forme hélicoïdale qu'elles avaient au départ, et bien elles tentent de retrouver leur forme initiale. On appelle ça le phénomène de rétrogradation de l'amidon. Et bien sûr, s'associe à ce phénomène-là le durcissement du pain, donc votre pain est rassis. Voilà. Maintenant, quel est le rôle du levain dans cette situation-là? Donc le levain va apporter de l'acidité. Et en fait, les acides présents vont retarder le phénomène de rétrogradation de l'amidon. Donc ils vont empêcher l'amylose et l'amylopectine de reprendre cette forme hélicoïdale qu'ils avaient au départ. Du coup, comme le phénomène est retardé, bien votre pain met plus de temps à rassir, donc vous arrivez à le conserver plus longtemps. Voilà. Merci beaucoup Rachel. Donc voilà, vous avez compris, ou du moins redécouvert comment le phénomène du rassissement et en quoi ce levain donc pouvait être un appui à votre travail et à la joie de votre clientèle. Sur nos dômes brioche, donc ces derniers, on va dire qu'ils ont poussé. Et donc c'est là que va être utilisée cette pâte à choux que vous avez préalablement cuite. Donc vous allez insérer des choux. Alors vous pouvez les garnir avant cuisson, ou chose particulière, vous pouvez mettre le chou vide, l'insérer dans votre viennoiserie, cuire votre viennoiserie, et ça vous fera un espace de garnissage dans votre produit une fois qu'il sera cuit. Donc quelque part ça peut bouleverser un peu les garnitures que vous avez fait jusqu'alors. C'est-à-dire que tous les produits qui ne pouvaient pas passer au four à cause d'une ébullition, à cause d'une coagulation due à la chaleur, maintenant vous allez pouvoir garnir des viennoiseries après cuisson avec la garniture de votre choix et aussi un volume, parce qu'une coque de pâte à choux, il y a pas mal de place à l'intérieur, un volume qui va rester. Le côté croquant de la pâte à choux disparaît complètement après cuisson, puisque l'humidité de votre brioche ou cette viennoiserie, vous pouvez la faire aussi avec de la pâte de feuilletée, de la pâte à croissant, va complètement absorber le côté dur de la pâte à choux. Donc vous ne l'aurez même plus en bouche. Donc vous garnissez, alors vous faites attention de garnir là par le dessus, comme ça vous êtes sûr que la crème ne sort pas. Vous insérez votre chou dans votre produit qui a levé, vous mettez une feuille sulfurisée dessus. Une fois que vous avez fait tout votre plaque, vous mettez bien une feuille sulfurisée dessus avant de mettre en cuisson et vous ajoutez une grille ou une plaque comme celle-ci ajourée. Vous allez cuire votre produit à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Faites attention à ne pas faire en sorte qu'ils prennent trop de couleur, sinon on ne verra pas les motifs que vous allez lui faire. Une fois qu'il est cuit, vous le démoulez. On va en couper un devant vous tout à l'heure, que j'avais fait un petit peu par avance évidemment, mais on va pouvoir continuer un petit peu le côté nutritionnel. C'est pour ça qu'on nous a demandé d'intervenir auprès de vous, le côté nutritionnel. Alors là, vous pouvez aller regarder un petit peu sur le net, c'est très à la mode actuellement. Donc, il y a un côté, des bienfaits sur la digestion. Pourquoi? Rachel, s'il te plaît, éclaire-nous encore de tes savoirs, réexplique-nous en quoi ce levain peut être bon pour la digestion et donc bon pour la santé. Donc je vous rappelle que la glycémie, ça correspond en fait au taux de sucre dans le sang. Qu'un adulte en bonne santé a un taux qui est compris entre 0,8 et 1,15 g par litre de sang. Cette glycémie, elle varie tout au long de la journée. On comprend avec le petit graphique que je vous ai mis là qu'on a un pic plus important au moment des repas.
Ce pic s'accompagne de la production d'insuline, l'insuline qui va permettre en fait de maintenir le taux de glucose dans votre corps. Donc, soit en le faisant consommer par les cellules, d'accord, ou alors en le stockant dans vos muscles ou le foie. Alors, vos muscles vont utiliser ce glucose directement lors d'un effort, ou alors ils vont le stocker sous forme de graisse. Donc, on comprendra bien qu'un dérèglement prolongé en fait de la glycémie peut provoquer des diabètes ou alors une prise de poids. D'accord ? Alors, chaque aliment possède un index glycémique qui en fait permet de décrire la consommation en fait de glucose et en tout cas son influence sur la glycémie. Voilà. Donc cet index en fait il varie entre 0 et 100. 100 étant la valeur référence qui est prise pour le glucose. Alors à savoir que un pain blanc sans levain a un index glycémique de 95. Vous mangez un morceau de sucre en fait. Le sucre il a un index glycémique de 100. D'accord ? Alors qu'un pain blanc avec le vin, lui, a un index glycémique qui est compris entre 45 et 60. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Je reviens sur la transformation de l'amidon au cours de la digestion. Donc l'amidon, je vous l'ai représenté par un enchaînement de molécules de glucose. Vous avez compris que ça pouvait être soit linéaire, soit ramifié. Ouais, voilà. D'accord. Donc, vous mangez votre pain. Dans votre bouche, il y a des enzymes salivaires, les amylases, qui vont en fait détériorer l'amidon et le présenter sous forme de maltose, une plus petite molécule. Vous continuez la digestion, puis vous arrivez en fait dans le tube digestif où sont présents cette fois-ci des enzymes digestives appelées maltases qui elles vont disséquer le maltose et produire deux molécules de glucose qui vont être assimilées par votre organisme comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, quel est le rôle du levain donc sur la transformation de l'amidon? Vous avez l'amidon que l'on met en présence du levain, donc des bactéries lactiques et donc de l'acide acétique et lactique qui a été produit. Ces acides, en fait, vont tout de suite détériorer la molécule d'amidon et la présenter sous la forme de maltose et de glucose. Donc vous comprenez bien qu'on est déjà à un stade bien avancé de la digestion, alors qu'on ne l'a pas encore mangé, ce pain, d'accord? Donc on appelle ça un phénomène de prédigestion. Ainsi, l'acidité apportée par le levain vous permet en fait une assimilation plus lente des sucres et permet également de diminuer en fait l'index glycémique de votre pain de pratiquement 30%. Alors, donc simplement pour conclure, donc un pain à base de levain, qui est donc le fruit d'une longue fermentation, va vous permettre une assimilation des sucres beaucoup plus lente et va vous permettre de baisser en fait votre index glycémique. Ici, je vous présente un graphique qui permet de montrer l'évolution du taux de sucre dans le sang en fonction du temps. Vous remarquez bien qu'un pain blanc sans levain présente un index glycémique qui est tout de suite élevé et qui chute directement ensuite, alors qu'un pain blanc avec le vin, lui, présente un index glycémique plus bas, donc avec une assimilation beaucoup plus lente. Alors, la quantité de glucose assimilée va être la même. Par contre, c'est la façon dont il va être assimilé qui est différent. Le fait de diminuer comme ça l'index glycémique, eh bien, vous comprenez bien que ça permet d'éviter les risques, en tout cas de limiter les risques de prise de poids. Tiens, ce sont un gros facteur. Combien de personnes disent que le pain fait grossir? Donc on peut leur prouver que, suivant la méthode de travail, on pourra manger 30% en plus sans problème. Hein. Des chercheurs ont montré quand même que l'acidité permettait de diminuer de 30% l'index glycémique. Oui, il est conseillé en début de repas de mettre une petite pointe de vinaigre, tout ça, et le pain au levain, de par cette acidité, donc lactique ou acétique, permet de diminuer énormément ce pic glycémique. Merci, est-ce que ça a été clair là? Ça va? Accrochez là.
Alors le dôme brioche, je les ai déjà sortis du four. Si vous voulez bien, on va juste en ouvrir un pour que vous puissiez... alors je vais être honnête avec vous, je les ai fait avant-hier, ils viennent de Grenoble avec le TGV, les transports parisiens qui sont adorables, je suis content de les avoir quittés. Mais donc, on va peut-être pas vous proposer de les déguster quand même. Mais vous allez pouvoir voir, regardez, vous avez donc votre viennoiserie, vous avez cette coque de pâte à choux, vous reconnaissez bien, et regardez là j'ai mis une crème pâtissière chocolat, on pourrait mettre vraiment des pâtes d'amandes détendues, des purées de fruits gélifiés, on pourrait mettre plein de choses. Vous voyez, la garniture, elle est bien restée là, et la coque, vous ne pourriez pas le voir, elle est devenue molle, donc on la sent plus. Et vous êtes fait cette réserve, donc là c'était garni avant cuisson, on pourrait faire exactement la même chose après cuisson. Et donc venir garnir, même une chantilly, une viennoiserie à chantilly, on n'a pas vu. Ben là on pourrait pas. Alors on revient, ça va, le cerveau il a bien repris, donc on revient, on va parler du rôle de l'acide phytique sur la digestion. L'acide phytique est contenu dans toutes les céréales, surtout dans les ambles, mais toutes les céréales, sur la farine de blé, toutes, elles ont de l'acide phytique. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, ici, vous allez me dire si c'est contenu dans les enveloppes, dans la farine blanche, il n'y en a pas. Faux. Dans la farine type 55, il y en a 222 mg pour 100 g de matière sèche. Donc vous avez quand même de l'acide phytique. Donc même pour une brioche ou pour une pâte à choux, on va vous démontrer que l'ajout de levain a une incidence sur l'acide phytique, ça fonctionne quand même. Et de plus en plus, on en met sur les pâtes de base. Mais regardez par exemple, on m'a toujours dit, il faut manger du pain complet, donc parfois on fait le levain avec une farine un petit peu forte en enveloppe, c'est bon pour la santé, ça apporte plein de choses, super. Donc je vais vous montrer que si vous n'utilisez pas de levain, c'est bon pour la santé, juste pour le transit intestinal, par rapport aux fibres. Parce que regardez, une farine complète de type 150 contient 942 mg d'acide phytique pour 100 g de matière sèche. Vous allez pétrir un pain avec cette farine, regardez le pain complet. Vous avez 493 mg d'acide phytique pour 100 g de matière sèche. Et le même pain, la même farine pétrie sur le vin, vous tombez à 79. Vous avez vu la différence? 493, 79. On pourrait faire cette règle pour la farine blanche, pour les autres farines. Donc c'est énorme. Mais maintenant, moi je vous dis, ça de l'acide phytique c'est bien. Moi je vais me tourner vers toi, Rachel. En quoi va être néfaste, pas bon, cet acide phytique? Est-ce que tu peux nous expliquer s'il te plaît? Je vais essayer. Alors, attention. Je vous présente l'acide phytique. Donc c'est une molécule cyclique qui présente en fait ici des groupements phosphates que j'ai représentés par la lettre P. Donc cet acide phytique, il est en présence de minéraux. Ces minéraux, c'est du fer, du zinc, du magnésium, du calcium, du cuivre, je ne les ai pas tous cités. Je vous présente un phytate particulier, donc le phytate de calcium. Il est là. Voilà. Donc que s'est-il passé? Les groupements phosphates ont en fait piégé les ions calcium qui étaient présents dans la solution. Donc il se passe la même chose avec les ions fer, avec les ions magnésium, avec les calciumicités, les ions zinc et ainsi de suite. Donc là cette fois-ci ils sont piégés. Et ils sont piégés dans un composé en fait qui est solide et qui n'est pas assimilable par l'organisme. Donc vous comprenez bien que si vous mangez votre pain comme ça, eh bien les minéraux que vous croyez bénéfiques pour vous ne le sont plus, puisqu'en fait ils ont été piégés par l'acide phytique. Donc bien qu'il y a un faible apport en nutriments, même dans certaines situations on parle de décalcification. Alors, maintenant que se passe-t-il? Je vais y arriver avec un petit bip. Vous rajoutez du levain à votre pâte. Donc le levain présente un grand nombre d'enzymes et une en particulière, c'est la phytase. Donc la phytase ici, je vous l'ai représentée par des ciseaux. Donc elle a une activité particulière qui dépend du pH, de la température et tout ça, mais bon, ça c'est des choses que vous connaissez sans doute mieux que moi. Vous avez en fait l'acide phytique qui est présent, ici avec ces petits groupements phosphates. Les molécules d'eau, vous les reconnaissez peut-être, on vous a parlé peut-être... tête de Mickey, voilà. je la reconnais. La tête de Mickey avec 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Et puis vous ajoutez la phytase, que j'ai représentée donc par ces petits ciseaux.
La phytase va venir en fait découper les groupements phosphates qui sont présents. Et que se passe-t-il? Voilà. Donc les groupements phosphates sont remplacés par des groupements OH qui viennent de la molécule d'eau. Se forme alors une molécule particulière qui s'appelle l'inositol et qui est un des composés de la vitamine B. Vous savez que la vitamine B, c'est une des vitamines qui est essentielle pour la santé et qui a de nombreuses vertus pour les yeux, la moelle osseuse, pour les cheveux, monsieur Gillet, pour le cholestérol, et ainsi de suite. Donc elle a de nombreuses vertus. À ceci est associée la production d'acide phosphorique qui va être en fait un fournisseur de phosphore pour votre organisme. On va refaire une petite conclusion ensemble, si vous voulez bien. Donc ce levain, argument de vente pour le proposer. Alors je ne pense pas que vous serez capable de présenter tout cela à votre clientèle, ça va être un petit peu dur, mais avec des petits raccourcis, des petits résumés, vous allez quand même pouvoir présenter votre levain comme un atout bénéfique à la santé, surtout à l'heure d'aujourd'hui où on a des clients qui veulent quelque chose de naturel et on a des clients qui mangent de moins en moins de viande et tout ça, donc des nutriments, ils en ont besoin. Donc le goût unique, vous l'avez vu avec toutes les démonstrations que vous avez vues au cours de la journée et hier au niveau du levain. Il y a eu des dégustations ce matin que j'ai pu voir, toi Julien. Donc ce goût est unique, il peut être travaillé sur des saveurs fruitées, des saveurs de fruits secs, tout ça. C'est vous, c'est votre travail qui va permettre ce goût et qui va fidéliser votre clientèle. Ensuite, nous avons vu à l'instant ce fournisseur donc de vitamine B, de phosphore et ces minéraux qui sont enfin emmagasinés par le corps humain. Alors que jusqu'alors, si vous n'aviez pas le levain, en fin de compte, vous mangez vos minéraux. Et moi j'aime bien ça, il y a la vidange gastrique, c'est très très joli. Et vous y allez, ils partaient avec, ils étaient devenus solides, vous les aviez. Moi, je comprends mieux comme ça, voilà, c'est plus simple. Hein. Donc voilà, mais on a pu voir que l'utilisation du levain vous permettait de bénéficier de ces minéraux contenus, entre autres dans les enveloppes. Le temps de conservation, merci Rachel de nous avoir rappelé en quoi le levain était bénéfique donc sur le rancissement et donc cette rétrogradation de l'amidon. Et dernier point que nous avions vu, donc c'est cet index glycémique, donc très très important à l'heure d'aujourd'hui. On vous dit le pain fait grossir, le pain, il ne faut pas manger de pain, je fais un régime, j'enlève le pain, tout ça. Au moins, prouvez à votre clientèle, dites-leur, vous mettez du levain, pic glycémique, il est plus bas, donc c'est bon pour la santé.